Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la règle numéro 6 du livre de Jordan Peterson, 12 règles pour une vie. On est parti. Alors que nous dit cette règle numéro 6? Eh bien cette règle numéro 6 nous dit quelque chose de très simple, c'est range ta chambre avant de vouloir changer le monde. Alors dans ce chapitre, en fait, il y a deux idées forces qui me paraissent à moi très intéressantes. En tout cas, ce sont les deux idées forces que j'ai retenues de ce chapitre. Et c'est ces deux idées forces en fait, que je vais partager avec toi dans cette vidéo. La première, c'est tout simplement qu'il faut cesser lorsqu'il vous arrive un traumatisme, lorsqu'il vous arrive quelque chose de douloureux, lorsqu'il vous arrive une souffrance, ou lorsque vous vivez ce que vous percevez comme une injustice, il faut cesser d'en vouloir à votre entourage, il faut cesser d'en vouloir à votre milieu, il faut cesser d'en vouloir à votre pays, d'en vouloir au monde, d'en vouloir à la vie, d'en vouloir à Dieu pour ceux qui y croient. Il faut cesser en fait de chercher quelqu'un à qui en vouloir pour quelque chose que nous aurions subi et qui serait injuste. Dans la nature, la justice n'existe pas. La justice est un concept profondément humain. Or, la nature se soucie peu en fait de nos concepts profondément humains. Donc, si vous vivez quelque chose qui vous fait souffrir, sachez que vous vivez cette chose parce que vous êtes en vie et que la vie, en fait, la souffrance est intrinsèque à la vie. Vous souffrez de ce que vous êtes en vie. Prendre la responsabilité de vivre, la responsabilité d'être, c'est prendre la responsabilité des souffrances que l'on va ressentir. Or, ces souffrances, encore une fois, sont inhérentes à la vie. Donc, il n'y a pas de raison d'en vouloir à qui que ce soit. En revanche, quand vous vivez un traumatisme ou quand vous êtes agressé par quelqu'un, au lieu d'en vouloir au monde entier, il est intéressant de vous demander, en fait, à vous-même, ce que vous auriez pu faire pour que ça n'arrive pas. Est-ce que peut-être on vous harcèle à l'école ? Jordan Peterson prend un exemple, vous savez, ces enfants, par exemple, aux États-Unis, qui souvent sont harcelés à l'école ou à l'université, qui finalement se replient sur eux-mêmes au lieu de répondre. Finalement, ils finissent par, hors cours, passer leur vie dans des caves à jouer aux jeux vidéo, ils se replient sur eux-mêmes, et un jour, ils finissent par jouer avec l'idée que peut-être ils pourraient se venger parce qu'ils ont accumulé beaucoup d'amertume, et ils prennent une arme et puis ils se mettent à tirer dans le tas, ou pour se venger de ceux qui les ont humiliés, ou bien ils tirent dans des gens qui n'ont absolument rien fait, tout simplement pour se venger de la vie, avec un grand V, parce que la vie les a fait souffrir et qu'ils en veulent à la vie de les faire souffrir. Et Jordan Peterson nous dit qu'il est peut-être mieux, il est même sûrement mieux, eh bien d'avoir une autre attitude face à ce genre d'agression, par exemple. Peut-être on vous harcèle à l'école, peut-être serait-il bien de faire un sport de combat pour pouvoir vous défendre. Est-ce que peut-être on vous humilie à la parole ? Peut-être serait-il bien de prendre des cours de rhétorique pour pouvoir retourner ces moqueries et cette parole, ce harcèlement que vous prenez comme une agression, eh bien le retourner contre vos assaillants. Mais quand vous faites cela, eh bien au lieu d'en vouloir au monde entier autour de vous, eh bien vous vous demandez à vous-même ce que vous pourriez faire pour vous-même. Et c'est ça que vous devez faire. C'est ça que Jordan Peterson nous incite à faire. C'est qu'au lieu d'en vouloir au monde, au lieu de s'inventer des combats contre le monde parce que nous avons subi telle ou telle injustice, parce que la vie nous a fait telle ou telle chose, demandons-nous plutôt à chaque fois à nous-mêmes comment nous pouvons éviter ce qui nous est arrivé, comment nous pouvons lutter contre ce qui nous est arrivé et quels enseignements, quelles connaissances nous pouvons tirer de ce qui nous est arrivé. Que ce soit des agressions comme je viens d'en parler, mais que ce soit des agressions plus violentes encore. Que ce soit un traumatisme, vous avez perdu quelqu'un qui vous était extrêmement cher. C'est injuste. Pourquoi ça n'est pas arrivé à quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus méchant que vous ? Pourquoi ça vous arrive à vous, qui êtes vertueux, éthique et gentil ? Vous qui êtes vraiment quelqu'un de bien sous tout rapport, pourquoi ça vous arrive à vous ? Ce genre de pensée génère énormément de ressentiment. Il ne faut pas penser de cette manière. Il faut penser, il m'est arrivé un drame. Qu'est-ce que je peux tirer de ce drame ? Alors c'est facile à dire, évidemment, quand on ne l'a pas vécu. Mais quand on est dedans, par le fait que nous sommes en vie, nous avons tous ou nous allons tous vivre des traumatismes. Des traumatismes importants, nous allons perdre des gens que nous aimons. Les perdre parce qu'ils vont casser une relation, mais les perdre parce qu'ils vont mourir. Ou parce que nous allons mourir. Et il faut, tout au long de notre vie, que nous fassions avec cela. Et encore une fois, au lieu d'accuser la vie, d'accuser Dieu, d'accuser je ne sais quoi, il faut que nous prenions la responsabilité de cette souffrance en nous et que nous nous disions, eh bien, que peut-on tirer de cela ? Que peut-on tirer du fait que
J'ai perdu quelqu'un d'extrêmement cher. Peut-être est-ce que je pourrais maintenant comprendre qu'il faut que je passe plus de temps avec les gens que j'aime, que je leur accorde beaucoup plus de temps, parce qu'un jour, ils vont partir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même beaucoup mieux d'avoir ce genre d'attitude plutôt que d'avoir une attitude pleine de ressentiment, un ressentiment que vous allez porter comme un énorme sac à dos sur vos épaules et un ressentiment qui va vous pousser vers deux extrêmes qui ne sont pas obligatoires, mais même les cas qui ne sont pas extrêmes sont extrêmement nocifs. C'est que vous allez vouloir vous venger, alors que ce soit une vengeance violente et dramatique, comme dans l'exemple dont je vous ai parlé, mais ça peut être des petites vengeances toutes mesquines en fait. Et vous perdez beaucoup de temps avec des vengeances, vous vous vengez de quelqu'un qui se vengera de vous, vous vous revengerez de lui, etc. C'est sans fin. Et vous allez vous autodétruire comme ça. Ou alors, vous allez finalement retourner toute cette violence contre vous et vous allez vous autodétruire tout seul. Par le fait de ne pas prendre soin de vous, par le fait de vous droguer, par le fait de boire, etc. Donc véritablement, le premier point que j'ai retenu de ce chapitre, c'est tout simplement qu'il faut prendre la responsabilité de l'être. C'est-à-dire prendre la responsabilité de nos souffrances, les prendre en charge et les prendre en charge d'une bonne manière à ce que cela génère le moindre ressentiment possible, parce que le ressentiment, c'est pas mal ou bien le ressentiment, c'est tout simplement que le ressentiment, ça n'est pas bon à long terme. Si on ressent un petit peu de ressentiment, ça peut arriver, la vie est difficile, la vie est parfois injuste, encore une fois, même si la justice est une conception humaine. En tout cas, on la ressent comme injuste. Mais à chaque fois qu'on évite du ressentiment, on évite d'aller vers la vengeance inutile, on évite d'aller vers des comportements autodestructeurs et on évite d'aller vers des comportements qui, au final, ne seront ni productifs pour nous, ni pour les autres, ni pour notre entourage, ni pour ceux qui nous aiment, ni pour notre société. Donc il faut prendre la responsabilité de l'être, prendre la responsabilité de nos souffrances, essayer de prendre des leçons des échecs, prendre des leçons des traumatismes, essayer de faire au mieux pour se rendre le plus fort possible, pour résister aux agressions que nous allons tous vivre également tout au long de notre vie, et arrêter de faire la victime et de se plaindre. Ne rejetez pas la faute sur le capitalisme, l'extrême gauche ou l'iniquité de vos ennemis. Évitez de vouloir réorganiser l'État avant d'avoir mis de l'ordre dans votre propre existence. Faites preuve d'un peu d'humilité. Si vous êtes incapable d'imposer un peu de paix dans votre maisonnée, comment voulez-vous diriger une ville? Laissez-vous guider par votre âme. Observez le résultat durant plusieurs jours, plusieurs semaines. Au travail, vous commencerez à dire ce que vous avez sur la conscience. Vous déclarerez à votre femme, votre mari, vos enfants ou vos parents ce que vous souhaitez vraiment et ce dont vous avez besoin. Tant qu'il vous restera quelque chose à terminer, vous vous mettrez au travail. Quand vous cesserez de l'alimenter en mensonges, votre esprit finira par s'éclaircir. Lorsque vous cesserez de la falsifier par des actes imaginaires, votre expérience s'améliorera. Vous découvrirez alors des choses nouvelles, plus subtiles, que vous faites mal. Cessez également. Au bout de quelques mois ou années d'efforts assidus, votre vie redeviendra plus simple. Votre jugement s'améliorera, votre passé se démêlera, vous serez plus fort et moins amer. Vous avancerez vers l'avenir avec plus d'assurance. Vous cesserez de vous compliquer inutilement l'existence. Il ne vous restera plus que les tragédies inévitables de la vie, mais elles ne seront plus aggravées par l'amertume et la tromperie. Le second point qui me paraît important dans ce chapitre, c'est de comprendre qu'il faut arrêter de faire des grandes révoltes, des grandes révolutions, en tout cas de vouloir faire de grandes révoltes, de grandes révolutions, d'aller faire des manifestations, de prétendre par ces manifestations vouloir changer le monde, si votre vie n'est pas en ordre, si notre vie n'est pas en ordre. Parce que le meilleur moyen de changer le monde finalement, c'est de commencer par changer nos vies. C'est de commencer par changer la manière dont nous agissons dans nos vies. Vous avez des gens qui vont se battre pour la liberté dans des manifestations, qui vont crier de grands slogans avec de grandes pancartes, vous dire « liberté, liberté, je veux la liberté ». Ils vont arriver dans leur entreprise, ils vont être soumis à leur patron, ils vont subir la pire des tyrannies, ils vont fermer leur bouche. Donc cet exemple que je prends là montre qu'il ne s'agit pas d'aller faire de grandes manifestations et de se donner de grands airs moralistes. Il s'agit dans sa propre vie, de mettre de l'ordre. Si vous n'aimez pas la tyrannie et que vous préférez la liberté, cela vous devez le mettre en place dans votre vie. Vous devez ne jamais tolérer la tyrannie et toujours lui faire face. Vous devez toujours partir
Vous, dans votre vie quotidienne, en guerre contre la tyrannie, même contre les toutes petites tyrannies. Et si vous aimez la liberté, vous devez la chérir tout au long de votre vie. Si vous dites non à votre patron, à votre épouse ou à votre mère quand vous en ressentez la nécessité, vous vous transformerez en quelqu'un qui sait dire non quand c'est justifié. En revanche, si vous dites oui quand il faut dire non, vous vous transformerez en quelqu'un qui ne sait pas dire non. Si jamais vous vous demandez comment des gens convenables et tout à fait ordinaires peuvent se retrouver à faire des choses terribles, comme les gardes d'un goulag, vous avez désormais votre réponse. Personne ne s'est révélé capable de dire non quand il le fallait. Vous ne pouvez pas dire à bas le capitalisme. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas anticapitaliste, mais vous avez des gens qui vous disent à bas le capitalisme, comme par exemple certains députés dont je ne citerai pas le nom en France, mais vous avez certains qui vous disent à bas le capitalisme, ils touchent 6 000 euros par mois de l'État français, en tant que fonctionnaire de l'État français. Donc, il faut être un petit peu cohérent, il faut arrêter de se donner des grands airs, il faut arrêter d'essayer de vouloir changer le monde si nous avons une vie qui ne correspond pas à nos aspirations et si nous avons une vie, en fait, qui ne correspond pas à ce que nous prônons, en fait, pour la société. Il est plus important, alors c'est sûr, on paraît moins beau devant le miroir, ça fait moins de spectacles devant les copains, il y a moins de photos Instagram, il y a moins de photos ou de vidéos sur Facebook ou sur YouTube, c'est sûr. Mais quand vous faites cela dans votre vie, eh bien c'est beaucoup plus efficace parce que la société c'est quoi si ce n'est l'addition de nos vies à tous? Et si chacun s'occupe de sa vie et règle sa vie correctement? Jordan Peterson nous dit à un moment un truc que je trouve très intéressant, c'est que face à l'adversité, face à la vie, face à la difficulté, aux difficultés énormes que l'on trouve tout au long de notre vie, il est très facile de faire le mal. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il y a des gens en fait qui décident de faire le bien. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de gens qui le font. Mais ça ne fait pas de bruit. Et c'est cela qu'il faut faire. Vous râlez contre, par exemple, la corruption, mais vous-même, dans votre vie, n'êtes-vous pas un petit corrompu pas cher? C'est cela qu'il faut regarder. Et c'est en ne tolérant pas pour vous-même et dans votre vie quotidienne la corruption que finalement un petit peu de corruption en moins existera dans la société dans laquelle vous vivez. Et si tout le monde fait cela, si vous êtes déjà vous-même dans votre vie un exemple de cela, vous allez peut-être entraîner d'autres personnes à faire cela. Ça fera beaucoup moins de bruit, ce sera beaucoup moins beau et vous n'aurez pas de photos pour Instagram ni pour Facebook. Mais ce sera beaucoup plus efficace. Parce qu'encore une fois, une société est l'addition des vies de chacun de ceux qui composent cette société. Et à chaque fois que vous améliorez votre petite vie personnelle, finalement, vous améliorez la société dans laquelle vous vivez. C'est beaucoup plus productif que d'aller crier des slogans imbéciles parfois. Parfois, même s'ils ne sont pas imbéciles, eh ben, c'est quand même pas très productif d'aller crier des slogans et finalement de retourner dans une vie de servitude, une vie où finalement eh bien, on ne met pas en place au quotidien eh bien, ce que nous prônons dans ces manifestations où nous avons l'air tellement rebelles, tellement beaux et tellement importants. Jordan Peterson nous donne un exemple emblématique en fait de cette manière de penser et d'agir. Il nous parle de Solzhenitsyn. Vous savez, cet intellectuel qui a vécu en URSS à l'époque du communisme. Et il a été envoyé au goulag en réalité par les communistes. Et là, pour le coup, il aurait pu crier à l'injustice. Il aurait pu dire que c'était pas juste. Et franchement, il avait de quoi se plaindre. Il aurait pu trouver tout un tas de boucs émissaires. Il aurait pu trouver tout le système communiste. Il aurait pu trouver tous les communistes qui ont accepté ça. Il aurait pu accuser vraiment son pays, la vie, etc. Là, il y avait véritablement de quoi accuser. Et il y avait vraiment une véritable injustice et quelque chose d'ultra violent. Eh bien, au lieu de faire cela, qu'a fait Solzhenitsyn? Eh bien, il a écrit un livre où il décrit en fait comment le peuple russe a pu adhérer au communisme, comment le peuple russe a accepté par des renoncements eh bien, la tyrannie communiste, comment tout cela s'est installé sur le peuple russe. Et avec son livre, Solzhenitsyn a participé d'une manière extrêmement active et importante et non négligeable à l'effondrement du communisme et à l'effondrement, même en Occident, de cet idéalisme communiste qui était une utopie très partagée chez nos gauchistes occidentaux. Voilà ce qu'a fait Solzhenitsyn. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut dire «
Non, mais le communisme, en fait, c'était pas si mal, c'était un bon système. Personne ne peut plus dire cela, et c'est grâce à Solzhenitsyn. Vous voyez, c'est ce genre d'attitude. Alors là, on est sur une attitude, sur un exemple extrêmement emblématique, et chacun d'entre nous ne seront pas des Solzhenitsyn. Et heureusement, on n'aura pas besoin de faire preuve d'autant de courage. Mais il faut que chacun d'entre nous, encore une fois, j'y reviens, la responsabilité, il faut que chacun d'entre nous prenne la responsabilité, eh bien, d'imposer à notre vie quotidienne, d'avoir la rigueur d'imposer à notre quotidien, eh bien, les valeurs que nous prônons pour la société. Il faut que nous prenions la responsabilité, eh bien, d'être ce que nous prônons pour la société. Et c'est du coup, en rangeant correctement notre vie, en rangeant correctement notre chambre, eh bien, que nous allons véritablement et productivement changer le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, salut.